Pour revenir un peu à mon parcours, j'ai fait le collège. Après le collège, en vue de mes résultats, on m'a plutôt orienté vers une voie professionnelle. Du coup, j'ai entamé un CAP boucherie. Quand j'ai fait CAP, là, je me suis heurté à des petits problèmes, notamment je faisais trop d'heures. Enfin voilà, c'était surtout ça, trop d'heures, on va dire. Du coup, face à ça, je me suis retrouvé seul, sans masse salariale autour de moi, dans un petit commerce, pour me défendre, et du coup, seul à porter cette voie-là. Du coup, j'avais pas vraiment beaucoup de force, je pesais pas beaucoup dans ce rapport-là. Alors du coup, comment se défendre lorsque l'on se sent seul et désarmé? Au CFA, m'étaient enseignés mes devoirs envers l'employeur, mais absolument rien sur les droits à ma disposition. Je n'en savais pas plus non plus de mon parcours en collège et de ma scolarité classique. Or, le ministère de l'Éducation nationale précise bien que, je crois que Sarah l'a dit, l'éducation aux droits de l'homme en général, ce qui inclut de fait les droits au travail et les droits du travail, et aux droits de l'enfant en particulier, fait partie intégrante des programmes d'enseignement. Les résultats de l'enquête que Sarah vient de vous présenter nous prouvent que la réalité en est tout autre. Quel jeune, lors de son entrée dans le monde du travail, peut me dire combien de temps de pause peut-il prétendre chaque jour, la durée quotidienne maximale d'heures supplémentaires travaillées, le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées ainsi que leur rémunération? Peu. Formant à la citoyenneté, ça aussi c'est un chiffre que Sarah vous a dit, mais on ne m'en voudra pas de vous le répéter, 69% des jeunes interrogés par la JOC attendent de l'éducation nationale qu'elle nous forme mieux à ses droits, réaffirmant l'une des propositions votées lors des états généraux de l'avenir pro il y a un an de cela, à peu près, par 300 jeunes du milieu ouvrier, la formation obligatoire aux bases des droits et devoirs des travailleurs tout au long de la formation initiale de chaque jeune, y compris en CFA. Cette ignorance des jeunes du milieu ouvrier, et pas seulement, nous la mesurons chaque été à l'occasion des accueils saisonniers organisés par la JOC dans toute la France. Les travailleurs saisonniers, peut-être plus que d'autres, sont soumis à une exploitation au travail toujours plus grande, aidés notamment par leur méconnaissance de leurs droits, mais aussi des dispositifs leur permettant de les affirmer, de les revendiquer. Du coup, lors de conflits au sein d'une entreprise, ces jeunes travailleurs rencontrés par la JOC se retrouvent donc seuls et dépourvus de moyens. Pour aller un petit peu plus loin, globalement, la mondialisation que nous vivons a permis une modification qualitative des divisions du travail ayant pour cause une complexification effective des rapports sociaux, noyant ainsi la dimension de masse qu'on connaissait autrefois. Ce que je veux dire, c'est, dans les années 60, voilà, on était 300 prolos dans l'usine, on était 300 sur les mêmes machines, et puis au-dessus, il y avait les cadres. Aujourd'hui, c'est assez différent. Par exemple, pour faire une montre, on va faire mon bracelet dans une usine de Normandie, on va faire le cadran en Allemagne, on va faire la publicité en Angleterre, on va faire le transport en Chine. Et dans la même entreprise, on aura les designers, la gestion informatique, on aura les travailleurs plus techniques, on va dire. Enfin bon, du coup, ça s'est complexifié. Il n'y a plus cette dimension de masse, cette dimension sociale qui liait les travailleurs les uns aux autres, et à laquelle était subordonnée une certaine solidarité qui faisait que la syndicalisation venait presque naturellement. Voilà. Alors, comment alors donner conscience à ces individus qu'ils ne sont pas seuls, soumis à une transcendante fatalité, mais font partie d'un même corps social pouvant défendre collectivement ses droits par l'engagement, syndical notamment? Comment les faire adhérer à l'idée d'intérêt commun? L'enquête de la JOC démontre que malgré cette complexification des rapports, les jeunes ont soif d'engagement. Les droits ne se défendent pas seuls. Il est du rôle des mouvements d'éducation populaire d'offrir une conscience de classe aux jeunes afin que collectivement ils soient en capacité d'affirmer leurs droits, appris lors de leur scolarité. De telle manière, l'éducation populaire ne se fait pas, substituable à l'éducation nationale, mais tout à fait complémentaire. Voilà. Lorsque l'éducation nationale enseigne aux jeunes
leurs droits, comment ils ont été acquis. L'éducation populaire doit leur apprendre comment conquérir les droits de demain, comment s'engager collectivement, comment construire un intérêt commun, comment construire un projet commun et comment se défendre collectivement.